Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen Co, la collégiale de la FEN. On en est au numéro 360. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'inviter quelqu'un qui est venu bien souvent, avec beaucoup de talent, qui fait partie des meilleures émissions en termes d'audience qu'on ait pu rencontrer, parce qu'il a une innovation, il a lancé quelque chose d'intéressant, il a lancé une actualité, il lance un laboratoire d'innovation pédagogique, le rêve de Dana. Et donc, on veut savoir qu'est-ce qui met derrière ces choses-là. Et tous ceux qui l'aiment bien et tous ceux qui ne l'aiment pas encore, parce qu'ils ne l'ont pas encore découvert, ben, auront la chance de découvrir quelqu'un qui a un angle autrement et qui permet de revisiter nos habitudes à l'aune des changements qui touchent les métiers de la formation. Il s'agit de Denis Christol. Bonjour Denis. Bonjour Stéphane. Quel lancement tu me fais là? Voilà, eh ben, très bien. Donc après, il faut être à la hauteur. Alors, Oui, c'est qu'est-ce ça. que c'est que ce laboratoire, le rêve de Dana? Écoute, alors déjà le nom Oui, d'Anna, ça vient d'une déesse celte de la fécondité. Et puis dans la consonance du nom, il y a le mot Anne. Et c'est vraiment l'idée d'un laboratoire, à la fois un lieu physique, mais aussi un lieu d'exploration pédagogique qui vise à travailler à notre reconnexion au vivant. Voilà d'accord. l'intention, Très bien. et de le faire sur la base de pédagogie expérientielle avec de la médiation animale. Très bien. Et donc, quelle est la place de l'animal? Il est là, Alors, mais finalement, il sert à quoi? oui, c'est une bonne question. Alors déjà, en fait, c'est un projet que je mène avec ma compagne. C'est un projet qu'on mène à deux. Euh, c'est un projet de vie. C'est un projet dans lequel on est en envie d'explorer des dialogues profonds, des choses qui comptent et qui peuvent apporter euh, un autre regard sur le monde. Donc notre équipe, c'est une équipe d'ânes. On a recruté une équipe pédagogique de 4 ânes. J'adore. Bah oui. Ah. Alors, ça n'est pas ce que tu crois, les ânes. Alors, j'y ai même pas Je t'entends pensé. sourire. En fait, les ânes sont extrêmement malins, Mm. très intelligents, doués de cœur, de robustesse, doués d'écoute, doués d'empathie, doués de résistance. Et ça nous semble être des qualités extrêmement intéressantes sur lesquelles s'appuyer pour faire notre chemin dans le monde d'aujourd'hui. C'est aussi l'idée de la lenteur, hein, la Mm. pédagogie Alors, qu'on... d'abord, pourquoi avoir choisi des ânes? Ah, pourquoi des ânes? Écoute, on vit dans une région qui est le Haut-Languedoc. D'accord. Et dans le Haut-Languedoc, il y a beaucoup de collines. Et ces animaux sont très adaptés aux collines. Ce sont des bons grimpeurs, des bons marcheurs. Et ça nous semble intéressant de nous appuyer sur des animaux qui sont extrêmement doux, moins impressionnants que des chevaux, beaucoup Mm. plus rustiques, beaucoup plus solides. Ils ont aussi une qualité assez incroyable, c'est qu'ils vivent en troupeau. Et D'accord. ils ont beaucoup à nous apprendre sur la dynamique de groupe et la façon de faire sa place dans un groupe. Un peu moins hiérarchisé que les chevaux. Les chevaux, il faut absolument un ordre très hiérarchisé. L'âne a une éthologie un petit peu différente, avec des formes de leadership distribuées en fonction des circonstances, et la même capacité que des chevaux d'être des révélateurs d'émotions. Donc, beaucoup de qualités pédagogiques, selon nous, Mm. pour travailler autrement dans notre relation au vivant. Donc, alors, ça se passe comment quand on vient de voir? Donc, est-ce qu'il y a une ville ou un village à côté de chez toi? Écoute, la ville la plus importante est à 50 kilomètres, donc nous, on est vraiment perdus dans les collines, hein. C'est Très vraiment bien. un moment également de ressourcement, peut-être même d'émerveillement, parce qu'on est reconnecté immédiatement avec la nature. L'émerveillement fait partie des recettes qui nous semblent essentielles pour se dire, cette planète doit être défendue, doit être protégée, doit être aimée. Et le fait de cheminer lentement avec des ânes, hein, on Mm. organise des résidences en itinérance qui durent une semaine, donc six D'accord. nuits, Mm, mm, 7 jours, mm. avec le temps de se poser, d'atterrir, et puis de cheminer lentement. Alors c'est un peu dans l'idée du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, tu vois, tu as un Mm. cheminement intérieur en même temps qu'un cheminement physique.
Et nous agrémentons ces cheminements. Alors, c'est souvent des courtes distances, hein, c'est 8 à 12, 13 kilomètres par jour, pas plus. Mais on agrémente ces temps de marche d'ateliers en pleine nature, près d'arbres remarquables, près de ruisseaux, près de collines, près de lacs. Il y a des lacs incroyables dans la région. Et on se pose et ça joue un rôle particulier, ce vivant qui nous imprègne. D'ailleurs, on n'a pas cette coupure de soi au monde, on y participe pleinement. Tu vois, Mm, traditionnellement, en pédagogie, on distingue l'environnement d'apprentissage, qui est en extériorité, mm, et moi, j'aime parler du milieu. On est plutôt en continuum avec le vivant, et là, on le ressent de façon extrêmement profonde, ce qui fait que les arbres, les oiseaux, la nature qui est là, elle est à l'intérieur de nous, tout mm. autant qu'autour de nous, et donc, ça nous fait ressentir des choses très fortes, hein. Moi, je me pose des questions depuis des années, où on a commencé à parler de développement durable, de RSE, de tout un tas de trucs. Et puis, en réalité, ça n'avance pas vraiment, ces histoires. Enfin, j'aimerais que ça avance plus vite que ça, mais ça n'avance pas vraiment. Donc, on a imaginé ce parcours comme étant un parcours de connexion profonde à soi, aux autres et au monde, pour se dire, je peux faire quelque chose et je le fais. Et donc, les gens qui viennent, parce qu'il y a eu déjà 2 expérimentations, me semble-t-il. Alors, on a mené 2 expérimentations. Les participants qui sont venus, ce sont des responsables de tiers-lieux, ce sont des pédagogues, ce sont des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs. Et puis, j'ai été surpris aussi de voir des membres de la EdTech. Alors, peut-être en Mm, avait-il un peu assez de leur clavier, ils avaient envie mm, de mm, s'ouvrir. En tout cas, des personnes qui sont passionnées de pédagogie, puisque c'est vraiment des questions qui nous tiennent à cœur, et puis qui sont intéressés par le vivant en eux, autour d'eux, et qui cherchent à faire autre chose. Donc, on explore ce que j'appelle moi pédagogie expérientielle, c'est-à-dire une pédagogie où l'expérience est centrale et qui est dérivée de l'énaction de mm, Francisco Varela, c'est-à-dire on travaille beaucoup sur l'observation, sur les ressentis, sur les sensations, et notre expédition, hein, notre itinérance, est basée sur un cheminement euh, qui suit la théorie U d'Otto Scharmer. Donc on d'accord. n'est pas du tout, tu vois, Alors, dans... est-ce que tu peux rappeler la théorie? Oui, absolument. Alors Otto Scharmer, c'est un chercheur du MIT qui commence à être bien connu en France et dont les travaux ont été traduits. Et ces travaux nous emmènent à exercer un double mouvement. D'une part, une forme de laisser partir. C'est un peu la branche descendante du U. C'est pour ça qu'on parle de théorie U. Donc il y a une partie qui vise à co-initier, co-observer, co-sentir. Donc quelque chose où tu pars vraiment de toi et de ta relation au monde et aux autres. Donc ça nécessite du temps. Et se donner ce temps-là, c'est essentiel. Et puis, tu as un point d'inflexion qui est un point basé sur une présence très forte, qui est liée à ce temps de gestation, qui est lié de se laisser partir. Et ce point d'inflexion va te permettre d'aller vers un laisser advenir. Ce laisser advenir nous tourne vers le futur, ce qu'Otto Scharmer appelle le futur émergent. Donc tu vas capter des signaux faibles à l'intérieur de toi, parmi les autres, avec le vivant qui t'entoure, d'où l'importance du vivant. Mm, Si tu veux capter des signaux faibles du vivant, il faut être dans le vivant. Euh, et cette remontée du U, donc c'est la courbe remontante, c'est de se laisser advenir, elle passe par du co-créer. Donc on a dans notre itinérance des temps de créativité, de Lambart, où on va chercher à retrouver l'enfant en soi, hein. mm, Tu sais que un créatif, un adulte créatif, c'est un enfant qui a survécu. mm, Donc c'est ça qu'on va aller chercher euh, pour retrouver des ressources, des idées nouvelles, et puis finir sur des ancrages, une réflexivité, une célébration assez forte. Voilà la théorie du U. Et donc en même temps qu'on chemine avec les âmes, eh bien on avance dans cette théorie. mm. Alors, ceux qui ont expérimenté, qu'est-ce qu'ils ont dit à la fin? Alors, Plus jamais ça? non, j'ose pas le dire parce que c'était vraiment enfin pour quelques-uns d'entre eux, c'est une transformation Oui, de leur vie, tu vois. exactement, absolument. Mm, Mais dit comme ça fait un peu.
Non, c'est des moments Non, assez mais pas forts. forcément parce qu'on a peu de temps dans notre vie, surtout professionnelle, où on s'arrête. Et quand on s'arrête, on s'aperçoit de plein de choses qu'on pourrait prendre le temps d'accueillir, mais on ne le fait pas. Et donc, le fait que toi, tu organises ça, donc tu libères cette capacité, au contraire, permet à des gens, pour la première fois, de découvrir des choses sur eux-mêmes. Alors tu vois, il y avait, pour te donner un exemple concret, tu as une jeune chef d'entreprise de la tech là, qui est super costaud en e-learning, en tout ce que tu veux. Et puis elle dit, j'ai appris quelque chose, c'est que prendre soin des autres, eh bien c'est faire autorité. Et elle a découvert ça dans la relation à l'âne, tu vois. Au départ, bah, l'âne il te teste, hein, il tire Mm, sur sa longe, il va pas où tu veux que mm, tu ailles. Et à un moment donné, petit à petit, en entrant en relation en douceur, en comprenant les besoins de l'autre, elle a découvert qu'elle pouvait faire autorité sur l'âne. Et à un moment du voyage, tu vois, elle a lâché la longe sur l'encolure de l'animal qui marchait à ses côtés sans contrainte. mm, Et ça, c'est incroyable quand tu marches, que tu as un animal qui fait 250, 280 kilos, qui juste marche parce qu'il a envie, et non pas parce qu'il y est contraint. Donc, là, c'est une leçon, tu vois, sur la guidance pédagogique, mais finalement, prendre soin des autres, prendre soin des groupes, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, il y a tout un apprentissage d'autres repères pédagogiques, hein. On découvre ce que c'est que le conditionnement négatif, qui n'est pas l'inverse du conditionnement positif. Tu vois, dans le conditionnement positif, tu as bâton ou récompense. mm, Dans le conditionnement négatif, se produit une augmentation progressive de la liberté et de la confiance réciproque. Et ça, tu l'expérimentes dans la relation à l'animal, et progressivement, tu lui fais confiance, il te fait confiance, et l'un et l'autre peuvent obtenir plus de cette relation mutuelle. Donc ça se vit dans la durée. Tu peux pas le faire en un claquement de doigts, quoi. Tu vois, c'est pas, on n'est pas dans une logique de consommation de l'animal. Tu sais, on est mm. vraiment dans une logique où on chemine et on apprend à en découvrir le caractère. On apprend à en découvrir les... Mais finalement, c'est du développement personnel. Finalement, est-ce que c'est du développement pédagogique et social? Alors, il y a plusieurs dimensions. Mm, Il y a une forte dimension de développement personnel, hein. mm, On n'était pas spécialement parti là-dessus au départ, mais on s'aperçoit que l'animal, il te renvoie vers ton monde intérieur, mm, il te renvoie vers tes émotions, il te renvoie vers toi. Donc, il y a une dimension comme ça. Mais après, tu as aussi une dimension du groupe et du collectif, puisque on s'arrête régulièrement hein, dans les haltes qu'on fait, et on développe d'autres approches pédagogiques. Au passage, alors moi j'ai écrit des tas de méthodes pédagogiques, des tas de bouquins là-dessus, mm, je les repasse toutes au regard de la relation à l'animal. mm, Donc faire un World Café en marchant, faire des dialogues profonds en marchant, enfin tout un ensemble de choses où la marche devient un support, où tu redécouvres une marche en présence, mm, une marche en conscience, une marche en pleine conscience, mm, une marche libre. Et toutes ces formes de marche, tu les expérimentes avec l'animal, et tu redécouvres des facettes que tu croyais déjà connues. Moi, je croyais connaître plein de choses, hein. Tu dis, tu bien sûr. as la prétention de connaître des choses. Puis, en fait, non. Tu peux redécouvrir encore, et tu en discutes en groupe avec les autres. Et puis, on ne traverse pas le territoire comme ça, on s'arrête dans des lieux choisis. C'est pour ça que les premiers cycles, on les a appelés facilitation en intelligence sociétale, parce qu'on s'arrêtait chez des entrepreneurs, Ah, on mm, s'arrêtait chez entrepreneurs sociaux, on s'arrêtait dans des tiers-lieux, on s'arrêtait dans des endroits improbables, on est en pleine campagne, hein, mm, t'imagines. Et tout d'un coup, tu te trouves dans un tiers-lieu juste inimaginable dans un désert rural. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et donc, on mm, découvre des gens, mm, on découvre des engagements et c'est aussi assez touchant. Donc là, on utilise des pratiques narratives pour construire mm, du récit social, justement, mm. le sien, celui de celui qui nous accueille, et puis là où on a envie d'aller. Donc ça, c'est aussi un apprentissage des pratiques narratives au passage de Bien ce sûr, voyage. hein. Et c'est bien de réincarner, justement, aller visiter un peu comme une parenthèse inattendue, d'aller voir les gens pour pouvoir finalement se voir soi-même. Alors, Euh, tu me fais rire parce que quand tu dis l'inattendu, c'est le nom du tiers-lieu ah, Ah, tu vois, dans on est lequel on va. connecté, il se passe des choses. Et tu arrives là, je te dis, c'est dans un petit village, quelques centaines d'habitants, tu arrives là, et tu vas trouver
de façon inattendue, hein, un docteur en anthropologie, Ouais, des ouais. jeunes qui viennent d'écoles agro un peu alternatives. On voit comme ça des personnes différentes. Et ça participe aussi du voyage que de croiser un territoire et d'y croiser des habitants Mm. et de se poser des questions par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors, moi, j'apporte en plus dans ce parcours la part de la recherche. Donc, cette Ah pédagogie oui, c'est ça. expérientielle, donc ce dont je parlais avec Francisco Varela, mais pas que, hein, on travaille toutes les pratiques de l'expérience, hein. On a testé, par exemple, l'année dernière, un cheminement avec un entretien d'explicitation pratique Mm, de cette mm, nature. mm, On travaille sur la bio-inspiration, mm. on travaille avec la permaculture humaine, on travaille à l'éco-conception, et puis je demande aussi aux personnes de m'aider à mettre en place un concept que j'appelle expérium, qui est à l'humain ce que le cambium est à l'arbre. Alors, le cambium, Le cambium, c'est cette fine pellicule entre l'écorce et le tronc par d'accord. laquelle la sève passe. Mm, Et pour moi, il y a quelque chose de cette nature dans l'être humain où, comme le dit Bergson, il y a plus à l'intérieur d'un être humain que ce qu'il ne pense pouvoir y trouver. Et pour moi, cette expérience, c'est ça. C'est cette couche d'expérience qui progressivement vient transformer la personne de l'intérieur. Donc moi, je suis assez partisan du fait que le travail sur la posture, en mm, particulier pour les formateurs, pour les pédagogues, pour les acteurs d'innovation, pour les cadres, pour les leaders, cette dimension de la posture devient de plus en plus importante à un moment où le contenu est, du moins le croit-on, trusté par l'intelligence artificielle, que j'appellerais plutôt artifice d'intelligence, mais qui nous donne l'impression d'avoir accès à beaucoup de contenu, mm. alors qu'en fait, la dimension de l'expérience humaine me semble centrale. Donc on remet en question cette dimension de l'expérium dans nos discussions, et on voit ce qui change en nous, ce qui est en train de se transformer. Donc ça renvoie un peu, si tu veux, aux transitions silencieuses de François Julien, qui nous explique que le monde se transforme, et tout d'un coup, tu te retrouves devant ta glace et tu vois un cheveu blanc que tu n'avais pas vu venir. Et tu dis, mais mince, j'ai vieilli. Mm, mm. Bah, ça, c'est un petit peu les transitions silencieuses qu'on va découvrir avec la lenteur, où on va avoir ce moment d'arrêt sur image, où on se dit, mais qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui est en train de bouger en moi? Donc ça, c'est des choses importantes que d'affiner la posture du pédagogue, Mm. de l'acteur de l'innovation, de toute personne engagée dans les transformations sociétales aujourd'hui. C'est ça qui est assez extraordinaire dans ce que tu fais, c'est qu'à la fois tu as le bagage du savoir, du métier, donc tu peux parler des savoirs fossiles, et toi tu le redonnes vie en réincarnant ça, en disant voilà ce que ça peut vouloir dire, et donc ça permet aux gens de vivre une expérience. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui font des choses extraordinaires aussi, mais simplement ils n'ont pas les connaissances métiers. Avec toi tu peux réexplorer les deux côtés de la pièce. Oui, c'est pas, on fait pas de l'itinérance avec des ânes, tu vois, c'est pas ça l'objet. L'objet, c'est vraiment d'utiliser la médiation asine comme un élément qui vient nous faire travailler sur nos valeurs, sur notre patience, sur notre sensibilité, sur cette légitimité du prendre soin des autres. Tu vois, on dit l'âne est le compagnon de ceux qui savent écouter le monde à leur rythme. Il y a quelque chose de la lenteur qu'on essaye de réintroduire, Mm, et c'est très difficile en réalité, hein. Les travaux d'Hartmut Rosa sur mm, l'accélération mm. nous montrent comment on est piégé en permanence. L'animal nous oblige à ralentir. C'est bien simple, on va à son rythme. Il va à 3-4 km/h. On ne fait pas des performances sportives avec nos ânes. On est simplement à marcher à leur côté, à ressentir des choses. Donc, typiquement, il y a un élément que j'aime beaucoup découvrir et faire découvrir, c'est cette différence entre consciousness et awareness. Mm, Deux mots pour la conscience en anglais, hein. mm, Donc, tu as un mot awareness qui est une sorte d'empan de vigilance tout autour de toi. Et puis consciousness qui est beaucoup plus une centration sur un objet précis. Et un des exercices qu'on fait faire avec nos ânes, par exemple, c'est de marcher avec une intention en tête, assez fermement intégrée, tout en ayant conscience de l'âne à ses côtés, et d'apprendre à passer de l'un à l'autre.
Ça, c'est très difficile. Mais c'est extrêmement puissant pour des formateurs, pour des coachs, pour des consultants qui doivent apprendre la posture de la toupie. C'est-à-dire à la fois, je Mm, suis centré sur un objectif, sur moi, sur le monde, sur ma commande, et en même temps, je dois être attentif à tout ce qui se passe autour de moi. Et comment je concilie les deux? Et l'âne, il pardonne pas. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu lâches un peu ton attention, eh bien, ça devient le guide, le maître, mm, et mm. pas le compagnon. Donc ça, on apprend ça et on le ressent. Et donc c'est vraiment, on assouplit sa posture mentale avec l'âne. Comme tu disais, Rosa Hartmut, avec sa pédagogie de la résonance, finalement, quand on voit l'accélération, on va dans un monde très vite, et donc il dit revenons à ce qui résonne, ce qui fait sens en nous, qui fait écho, non? Alors, absolument. Et justement, c'est pour ça que le fait d'être dans la nature et dans des beaux lieux, hein, Mm, on est dans le parc régional du Haut-Languedoc, c'est un lieu magnifique, un lieu de biodiversité superbe. Donc, quand tu marches là, c'est ce principe d'émerveillement. Tu vois, tu as mm, envie vraiment de contribuer. Ça résonne en toi. Le mm, vivant résonne en toi assez fortement. Et on se dit que chacun va prendre une étincelle de cela. Tu vois, on avait une responsable du réseau pédagogique des écoles Être, qui est un label qui se diffuse actuellement en France, mm, magnifique label, et eh bien, elle emmenait quelque chose de plus, un supplément d'âme d'une certaine mm, façon. mm, C'était pas simplement une technicité. Alors c'est vrai que en tant qu'expert, tout au long du parcours, on développe des pratiques de dialogue profond, des pratiques euh, où on utilise du coaching somatique ou tout un ensemble de choses qui mobilisent le corps, hein. On mobilise beaucoup mm, le corps dans notre processus. On a également développé toute une série de méditations qui nous permettent de suivre la courbe en U dont je parlais et qui permettent progressivement de rentrer en soi, puis de s'ouvrir vers le monde et de construire. Donc il y a un triple voyage. mm. Un voyage en soi, un voyage avec les autres et un voyage pour son activité professionnelle. Et donc on a beaucoup de cercles de dialogue ou de temps où on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ça pour mon activité professionnelle? Ça reste très pratique si tu veux. Très bien. C'est ça qui est intéressant, parce que les entreprises, hormis la dimension individuelle des titulaires du métier, les entreprises ont-elles intérêt à venir développer ça? Si par exemple j'ai une équipe de formateurs, dans ces cas-là, est-ce que je peux aller travailler, venir tous ensemble? Absolument. Alors, on prend des groupes de 8 parce que nous avons 4 ânes et c'est 2 personnes par âne et on est D'accord. 2 accompagnateurs. Donc, l'une est coach narrative, l'autre est chercheur en sciences de l'éducation. Donc, on guide le groupe. On a aussi des espaces d'ouverture, c'est-à-dire que tout n'est pas complètement verrouillé, prévu, hein. Il y a des espaces de prise de liberté par les participants qui sont aussi invités à construire le groupe pour lui-même, pour son développement. En faisant quoi, par exemple? Bah, tu vois, par exemple, ce que je t'indiquais sur l'entretien d'explicitation, c'est une pratique que je maîtrise, mais j'avais pas eu idée de la mettre dans le parcours. Et un soir, la personne dit, ah bah tiens, je viens d'apprendre ça, j'aimerais bien le tester. Donc on a filmé une séquence d'entretien d'explicitation et c'était extrêmement riche, Hmm, c'était extrêmement puissant. Donc, on ouvre comme ça aux participants qui ont envie de partager des pratiques, pour que ça soit plus fort, que ça soit hmm. plus en résonance. Mais est-ce que finalement, cette méthode, est-ce qu'elle est généralisable à l'entreprise? Parce que l'entreprise reste un espace normé, structuré. Dans ces cas-là, est-ce qu'on peut libérer l'individu, même que ce soit dans la formation ou ailleurs, avec ces espaces-là? Il y a beaucoup de managers qui se disent, ça va trop loin. Alors, je pense que tu as raison. Il y a effectivement alors, j'ai des entreprises qui m'ont demandé, mais ils m'ont dit, bon, vous nous faites ça en 3 jours? Ouais, exactement. Voilà, alors bah, moi je leur dis non. Hmm, C'est-à-dire que si vous voulez ça du 3 jours, vous allez dans un centre qui fait de l'équi-coaching. En une journée, vous avez votre effet waouh, le cheval s'est approché, il m'a reniflé le museau, c'était merveilleux. Nous, on n'est pas là-dedans. On est dans quelque chose de lent. Donc hmm, on sera tranquille dans notre approche. Il nous faut de la lenteur, il nous faut du temps. hmm. Tu vois, il nous faut vraiment cette dimension-là.
Dans la pédagogie, moi, je vois deux grands mouvements qui jusqu'alors ont structuré la pensée pédagogique. Tu as un mouvement qui vient des écoles religieuses, essentiellement catholiques, qui est tout le mouvement du discernement, c'est-à-dire l'individu qui apprend à se positionner dans le monde et à faire des bons choix. Donc ça, c'est quelque chose euh, que nous emmènent les jésuites, notamment, hein, Mm, avec trois questions. Euh, Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu en fais? Tu vois, c'est un petit peu ça l'école mm, du mm, discernement. mm, À côté, tu as un grand courant qui tourne autour de l'émancipation. Émancipation qui est plutôt, je dirais, allez, on va dire à gauche dans la façon de penser le monde, puisqu'on va s'émanciper d'une oppression, on va chercher à trouver ses liens au monde par soi-même. On sort de la logique communautaire pour aller vers une logique sociétaire. On va vers des liens électifs, des liens choisis, mm, vers une conscience individuelle. Donc c'est toute la conscientisation, par exemple, d'un Paolo Frère. Et puis, avec les crises environnementales, climatiques, je commence à lire un certain nombre de thèses qui nous parlent de pédagogie du sensible, mm, d'affordance, de mésologie. Donc, la relation de l'expérience au milieu devient de plus en plus prégnante. Moi, je m'inscris dans l'exploration, c'est pour ça qu'on est dans un laboratoire ouais, très d'innovation. bien. Mm, Je m'inscris dans l'exploration de l'expérience. Alors, la modalité de déambulation dans le vivant avec des ânes peut poser question aux entreprises, hein, au-delà d'un séminaire de cohésion mhm, peuvent bien prendre sûr. un séminaire de cohésion, ça leur parle. Moi, j'essaye d'aller plus loin, qui est d'avoir une rupture épistémologique, ou en tout cas Mm, de dire l'expérience doit être revalorisée beaucoup plus fortement. Tiens, là, je tombe sur un témoignage, tu me demandais ce que disait une participante. Je vous partage ici le retour réflexif qu'on a filmé le dernier jour, sans phare et sans filtre. Une formation hors du temps et des réseaux, pour se reconnecter à soi et à son pourquoi, au monde sensible et conscientiser, faire évoluer sa posture. Ça m'a fait un bien fou. Un gros merci à l'équipe pédagogique, à deux et quatre pattes. J'y en autre appris à quoi servait l'autorité, à sécuriser le cadre lorsqu'il existe une relation de prendre soin. Dans quelles conditions on a vraiment de l'influence? Pas d'influence sans attention. À être en présence tout en essayant de maintenir une intention pas focus. À conscientiser que le guidage demande à la fois un peu de tension et beaucoup de confiance. Toutes des leçons incarnées, vécues par le corps avant d'être conscientisées. On passe par le corps, et mm, pour moi, il y a une école de l'expérientiel, hein. Je reprends un mouvement qui existe dans le monde et mm. en France, hein, porté par Alain Kerjean et une association qui s'appelle INEX, qui parle de l'expérientiel comme un chemin d'apprentissage. Qu'on a déjà invité plusieurs fois. Vous l'aviez déjà? Ah bah c'est Oui, super, je savais absolument. pas. Mm, mm. Bah écoute, je voulais en faire un peu de promotion parce que Non, j'aime mais tu as beaucoup raison, ce mais travail sur le... présente-le, parce que tous ceux qui n'ont pas écouté ou entendu. Ah bah je vous invite à aller écouter le podcast hein, sur Alain Kerjean et l'expérientiel. C'est vraiment un mouvement qui va nous aider à repenser Mm. la pédagogie, la formation, où on repart de ces sensations. C'est des approches phénoménologiques et on ne passe pas uniquement par le cerveau, mais on passe par le corps et le ressenti. Donc moi, je m'inscris à fond là-dedans et la relation avec le vivant par le biais et l'aide, la complicité d'Anne, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, dans les entreprises, tu dirais, puisque c'est un changement de paradigme et que l'entreprise tient par le paradigme traditionnel, dans ces cas, tu dirais, ça serait bien de faire un laboratoire. C'est un laboratoire, c'est pour des innovateurs. C'est un laboratoire, mais donc toi, tu es un laboratoire, mais Ouais. est-ce qu'on peut l'intégrer au sein d'une entreprise? Est-ce que ça a du Alors, sens? je ne sais pas si on peut l'intégrer au sein d'une entreprise, mais moi, je le propose aux innovateurs. Je le propose aux personnes qui viennent explorer ce que c'est que l'expérience. Et j'ai des dizaines et des dizaines de méthodes pour travailler sur l'expérience. Tu vois, le SOSI, l'entretien Mm, d'explicitation, il y en a plein, le co-développement professionnel. Enfin, tu en as plein qui sont plus ou moins connus où tu travailles sur l'expérience. L'autobiographie raisonnée, l'appréciative inquiry, il y a plein de méthodes. Le fait de les situer dans le vivant me semble les connoter et les renforcer et leur donner une portée plus grande dans chaque moment pédagogique, j'essaye de promouvoir l'idée que dans ce qu'on fait, il faut nous intéresser aux exclus, aux mm, générations futures et à la planète. Et que ça n'est pas qu'un truc de militant, c'est quelque chose qui doit être
pleinement intégré dans un acte pédagogique. Je te redonnais les racines Mm, chrétiennes ou un peu contestataires de la pédagogie. Pour moi, aujourd'hui, le renouvellement, il doit passer par le vivant. Et c'est mm, ça qu'on doit réussir à intégrer et que ça devienne pratiquement un impensé. mm. On n'est plus dans ce dire l'émancipation est à la base. Non, on le vit tout simplement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le vivant qui doit intégrer cet impensé. Mm. Alors, comment tu réintègres les exclus? Est-ce qu'il y en a dans tes groupes? Tu dis un exclu par groupe? Alors, on a donc les deux premières promotions, tu vois, on a fait ce qu'on appelle paiement en conscience, D'accord. c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas de sous, qui venaient, qui donnaient ce qu'ils pouvaient. Très Donc nous, bien. on essaye de veiller à Mm, l'équilibre, hein, donc pour que au moins les frais d'hébergement et les frais de nourriture Alors, soient ça prévus. coûte combien pour venir? Alors, le coût, c'est de 1 500 € pour un individuel et 2 400 € pour une entreprise. Et dans ces coûts, tu as à peu près 650 € de logistique, c'est-à-dire la nourriture et l'hébergement. Et le reste, c'est des frais pédagogiques. Et tu vois, quand tu as deux co-animateurs, Mm, mm. c'est pas énorme, hein. Ouais, très bien. Ouais. Pour 5 jours en plus. 6 jours. 6 jours. Ouais, non, Donc, l'idée, c'est vraiment de semer des graines, tu Alors, vois. pour continuer avec Ouais. cette idée-là, est-ce que finalement, si on vient, à la fin, est-ce qu'il y a un certificat, un label, quelque chose Alors, on a créé un badge. Ouais, très bien. Moi, j'ai créé ça avec Open Badge Mm, Factory, qui donne une reconnaissance, hein, des pratiques qui ont été développées, qui ont été vues, et qui permettent effectivement de renforcer le côté professionnalisant. C'est-à-dire oui. que tu peux imaginer que on va faire de la villégiature à la campagne, hein. En fait, il y a un référentiel malgré tout derrière, hein. Moi, je suis quand même chercheur, Mm, donc j'aime écrire. Derrière la formation, tu as 40 pages de qualiopisation du parcours, mm, où je décris précisément les objectifs, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, et qu'est-ce qu'on apprend dans cette relation. Donc il y a beaucoup de travail où on apprend des méthodes, la théorie du U, les mm, pédagogies expérientielles, donc il y en a plusieurs, les pratiques narratives, les divers cercles de dialogue qu'on vient expérimenter, les approches bio-inspirées, permaculture humaine notamment, une posture pédagogique renouvelée et enrichie, un travail d'éco-conception sur les projets. Donc là, on va travailler sur des projets très concrets des participants pour les mm, accélérer. Et puis, une capacité à se ressourcer et faire du lien, ce que tu appelais développement personnel au démarrage. mm, Et derrière tout ça, je fournis un guide des pratiques aux participants qui leur permet de recontextualiser des choses qui peuvent être faites en dehors de la nature, si tu veux, hein. mm, J'organise par exemple des formations. Je vais en organiser une prochainement, tiens, le 2 et 3 avril à Paris, sur l'éco-conception. Bah, il y a des pratiques qu'on a développées avec nos ânes, hein, de marche sensible. mm, Je le fais dans des parcs. Donc on travaille là-dessus dans des parcs. L'exposé, il n'est pas fait dans un cercle de pierre, dans un endroit bucolique, mais mm, il est fait dans une salle de formation. Donc ça, on coupe, on a un petit peu moins de choses. Mais malgré tout, tu as des choses qui sont tout à fait transposables dans un univers organisationnel beaucoup plus classique. Ce mm. qui est important pour moi, c'est vraiment la posture, hein, dans tout ça. Non, c'est bien. Effectivement, tout ce qui est, quand tu parles de marche, ça me faisait penser aux méditations marchées. Je pense au village du Prunier, par exemple, Oui, voilà, qui font des choses très intéressantes dessus. Alors, a priori, c'est peut-être pas très loin de chez toi, si j'ai bien compris ou pas. Hein, mais parce que c'est pas trop loin de Bordeaux. Mais voilà, il y a des choses comme ça où il y a vraiment de l'expérimentation qui a déjà été réalisée. Je trouve ça vraiment passionnant dans ce que tu fais. Tu disais que finalement, comment tu fais venir les gens à toi? Tu me disais qu'il y avait une possibilité d'aller de créer des ambassadeurs on se passe alors, les mots, on se coopte. ouais, c'est vraiment de la cooptation. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ça s'est passé comme ça. Alors, c'est peut-être, je sais pas, un choix, une façon de faire. On a commencé à en parler aux gens qui soutenaient notre projet, notre idée. Et puis, ils ont dit, mais c'est super ça. Donc, la première itinérance, la personne a dit, elle a fait venir toute son équipe. D'accord? Plus deux autres personnes qui n'étaient pas de l'équipe, mais c'était vraiment intéressant de voir ça. Euh, et puis souvent, les gens viennent à deux, trois.
parce qu'ils ont envie de vivre un moment ensemble, de partager. Donc, c'est des morceaux de réseau. Mm, C'est toujours des passionnés, hein. On a des gens qui sont venus de Barcelone, Marseille, Paris, Bordeaux, vraiment partout, mm, euh, et qui cheminent. C'est-à-dire que, comme je te disais, nous, on vit à 50 kilomètres de la première ville, hein. Donc, tu mm, viens mm, pour ça. mm, mm. Et le cheminement fait partie du voyage. Ouais. Et, euh, et alors, assez paradoxalement, il nous disait, bon, alors, est-ce qu'on va voir les ânes tout de suite? On les voit pas la première journée. Ah ouais. On atterrit. Tu Mm. vois, c'est vraiment pas... on atterrit, on se Tu changes pose, de rythme. Mm, on change de rythme. mm, On passe de faire groupe à être un groupe. Et ça s'expérimente aussi. C'est aussi... Alors, bon, en tant que chercheur et praticien, je donne beaucoup aussi de trucs et de manières de faire qui vont être réutilisables, hein, dans son environnement professionnel. C'est-à-dire que mm. j'ai toujours en tête que ce que nous vivons en pleine nature, bah, tu as des choses qui sont transposables. Tout n'est pas Bien transposable, mais il sûr. y a des Mm. choses qui sont transposables. Et alors, une fois qu'ils sont venus, alors pour l'instant, il y a pas un gros recul, mais c'est le principe aussi de l'expérimentation et du démarrage. Une fois qu'ils sont venus, après, tu leur donnes un guide. Derrière, est-ce qu'il y a pas un suivi, mais on reste en contact est-ce qu'il y a un Alors, après? alors, il y a un après, tu vois, une des participantes qui est venue sur notre première itinérance va revenir. D'accord? Elle va revenir parce que bah, c'était vraiment une expérience forte, hein. Donc, c'était une personne qui était spécialiste de la fresque du climat et Très bien. qui vient, qui a trouvé des choses, hein, qui lui ont parlé, va venir continuer à se professionnaliser. Donc on est en lien étroit. Les personnes nous disent un petit peu ce qu'elles font, hein. Je suis resté en lien très étroit avec pratiquement tous. Mm, Pratiquement tous, je suis en lien avec les deux groupes là. Parce que c'est une enveloppe culturelle commune, tu vois, de mm, vivre un truc un peu unique. Euh, Quand tu es 7 jours les uns avec les autres, au départ, je me disais, mais est-ce que je vais supporter, tu vois, de vivre 7 jours avec les gens? Est-ce mm, qu'on va mm. avoir vraiment... Parce que tu as un petit peu ces souvenirs-là qui peuvent Eh ben, j'ai trouvé le temps passer à une C'est vitesse génial. Ouais. incroyable. J'ai senti un flot, tu vois. Tu, Mm, euh, mm, tu vis des moments forts, émouvants. J'ai découvert des choses. Tu vois, on avait parmi un groupe une personne qui était spécialiste des rêves mm, et elle nous a fait beaucoup d'enseignements sur les rêves. Mais pas un truc. Moi, je suis pas du tout dans l'ésotérisme ou le chamanisme, tu vois, mm, c'est pas mm, comme ça que je vis le vivant, je le vis comme étant constitutif de mon être, hein, sans y mettre de la magie. Et donc, elle nous a fait vivre un truc sur les rêves, euh, apprendre à s'en rappeler le matin, apprendre à les ressentir, voir ce que ça nous fait, en faire une matière. On va toucher beaucoup de choses assez subtiles de la relation mm, humaine, tout ce qu'on appelle en gros communication non verbale, on va aller l'explorer, on va aller le gratter, on va le partager en confiance, et progressivement, plus la confiance avance, plus tu développes des liens amicaux avec les mm, participants. Et les gens viennent chercher des idées, du ressourcement, des éléments de posture pour leur propre pratique. mm. Donc, dans le rêve de Dana, est-ce que finalement il y a une communauté, la tribu de Dana, par exemple? Ah, alors on a un petit WhatsApp dans lequel on Voilà. a. Mm, Et on partage, ouais, ouais, on partage un petit peu, on donne des nouvelles. Là, par exemple, tu vois, on a eu notre permis de construire pour faire notre centre de formation, donc on l'a mm, partagé. On va probablement organiser un chantier collaboratif, hein, pour, mm, pour vivre des moments mm, des moments forts ensemble. Mais oui, il y a une idée communautaire aussi qui se dessine. Mais on la force pas, si tu veux. Tu vois, je suis pas dans l'idée il faut absolument qu'il y ait une communauté. Non, ça vient si ça vient. Et petit à petit, parce qu'il y a des choses vécues, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui mm. viennent. Des soutiens, des supports. Mais c'est bien aussi le fait que de ta part, tu organises le suivi de Ouais. façon à ce que les gens puissent avoir un lieu qui soit identifié et après ils y mettent ce qu'ils veulent suivant le rythme qu'est le leur, bien sûr. Ouais, ouais. Nous, on leur propose aussi, s'ils veulent venir, tu vois, utiliser le Médiane, de le venir avec nous, hein. Là, on en est à se dire, on va faire des partenariats avec d'autres acteurs, parce que ça nous semble important de dépasser, on est deux, hein, Mm, mm, à porter le projet, mais ça nous semble important de le porter plus largement, si on veut que ça ait un petit peu d'ampleur. Donc là, on a plusieurs thèmes qui sont prévus cette année. On a la facilitation en intelligence sociétale, dont je te parlais, qui sont les deux premières expériences qu'on a faites. On travaille avec Julie Chabot, qui a dirigé un labo d'innovation à Bordeaux,
sur le thème de la robustesse, D'accord. Très bien. robustesse intérieure, robustesse du monde, hein. Mm. Là, le groupe est complet, donc ça sera au mois de juin. Puis on a un autre groupe qu'on est en train de monter sur la pédagogie expérientielle, hein, les métamorphoses des systèmes de formation. Donc là, le groupe est presque complet, mais on peut encore admettre une ou deux personnes. Mais là, c'est vraiment l'idée de se poser des questions sur des alternatives pédagogiques, hein. Tu peux plus évaluer comme tu évaluais maintenant à l'ère de l'IA. Tu es obligé de repenser des choses. Tu ne peux plus simplement te contenter de dire les gens viennent, ils sont contents ou pas contents. On a un taux de no-show, je ne sais pas si tu sais, mais qui ne cesse d'augmenter dans les formations des entreprises. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on travaille Mm. les motivations intrinsèques? On a un autre thème qui est fait. Est-ce Euh, que finalement, ouais. ta démarche, qui est une démarche particulière, est-ce que tu dirais que c'est en opposition avec, par exemple, la tech, en disant t'es low-tech, à certains moments, une parenthèse technologique, ou est-ce que tu dirais qu'au contraire, c'est les deux qui ont un rapport de synergie? Moi, je pense pas qu'il faille opposer, je pense qu'il faut plutôt combiner et il faut essayer de discerner ou de pas rester esclave de la tech. La tech, c'est très bien. J'aime beaucoup la technologie. J'ai écrit un bouquin récemment sur apprendre à l'ère de l'IA, tu vois, donc j'ai pas de problème avec ça. Par contre, je pense qu'il faut vraiment mettre la tech à sa place Mm. et garder le vivant au cœur, hein. Tu vois, je dis même plus mettre l'humain au cœur, je dis maintenant mettre le vivant au cœur. C'est quelque chose qui me semble important, hein. Euh, t'as, t'as vu les glaciers ont fondu, Mm. les insectes meurent par milliers. Il faut qu'on se soucie de ça. Il faut le faire vraiment. Donc, nous, on y travaille à notre petit niveau. Donc, la tech, ça nous permet de trouver des solutions, d'être en contact les uns avec les autres. Pour moi, ça doit développer de la créativité, ça doit arrêter l'accélération, mais ça doit nous dégager du temps de créativité. C'est ça que ça doit nous permettre. Si c'est simplement accélérer encore plus, ça sera pour moi un échec. Mm. Donc, ça peut tout à fait se combiner et s'allier. Question de proportion et de discernement des acteurs. Voilà ce que je peux te dire par rapport à ça. Très bien. Donc, et tu me disais qu'il y avait d'autres sessions, Ah d'autres oui, des alors groupes de donc je te parlais réflexion. de. Alors, il y a une autre session qu'on travaille avec l'association qui s'intéresse aux pratiques narratives. Mm. Donc là, il s'agit d'apprendre à faire des récits. Mm. Donc on fera ça au mois d'octobre. Les pratiques narratives, c'est quelque chose qui ont été développées par Michael White en Australie, avec cette idée de dialoguer avec les problèmes, de dialoguer avec les concepts, et pas simplement, si tu veux, de dire aux autres ce qu'ils doivent faire, hein. Mm. Euh, quand les pratiques narratives ont été inventées, c'était pour aider les aborigènes australiens qu'on ne savait pas aider. Et la première humilité à avoir, c'était de dire, on vient vous aider, mais on ne sait pas comment le faire. Mm. Et donc, c'est une pratique qui part du dialogue, de la parole, qui vise à explorer des territoires d'identité, des territoires de relations et des territoires d'action. Et là, on a un terreau, le vivant, les ânes, Mm. la nature, pour interroger cela et aider chacun à composer son récit professionnel ou son récit organisationnel. Donc d'aider à retravailler ça, de trouver les outils qui vont te permettre d'interroger ce que tu vis. D'ailleurs, ça rejoint tout un courant autour de ce qu'on appelle entreprise délibérée ou parler du travail au travail, tu vois. Donc là, Mm. on va outiller les personnes sur et qu'est-ce que ça signifie de parler du concret, du Mm. travail, du réel. C'est ça qui va Est-ce être que tu la dirais base du qu'on a placement. forcément besoin d'en parler, ou il suffit de le vivre et finalement l'expérience n'a pas besoin d'être conscientisée? Alors moi, je suis quand même de ceux qui pensent que la réflexivité va permettre d'accéder à une plus grande maîtrise, une plus grande reproductibilité d'un savoir-faire. Je sais que Karl Polanyi dit on en sait plus qu'on en sait dire. Mm. Bon, c'est peut-être pas exactement la citation, mais en gros, on a ce Non, qu'il appelle des savoirs tacites. mm. On a un ensemble de savoirs tacites, on ne sait pas les exprimer. Je pense que dans les pratiques narratives, il y a une part de cette nature qu'on va essayer d'aborder, mais tu as aussi cette nécessité de recomposer des récits Exactement. du monde, des récits engageants du monde, pour soi, pour sa pratique, pour son organisation, son équipe. Donc ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Mm. Et on va l'apprendre en chemin faisant, si je peux dire.
Et il y a un vrai besoin dessus, c'est vraiment extraordinaire parce que c'est le fait de pouvoir recréer un roman, un récit, ça permet aux gens de pouvoir recréer des communautés, du commun, du social. Et ça, c'est important pour faire société. Alors justement, comme on arrive à la fin, dans tout ce que tu nous as dit, c'est passionnant. Si est-ce qu'il y a un site, un endroit où on peut avoir plus d'informations, voire s'inscrire? Oui, eh ben, alors évidemment. Donc mon site s'appelle apprendre-autrement.org. https apprendre-autrement.org, et dont la partie rêve de Dana, je présente un petit peu ce que j'ai indiqué. J'ai beaucoup de ressources aussi parce que du coup j'ai beaucoup étudié l'éthologie des ânes, ce Oui. qu'ils peuvent nous apprendre, leur mode de fonctionnement. Tu vois, un âne peut écouter ton cœur battre, Stéphane. Mm, mm, Euh, il sent, il a une telle capacité avec son odorat qu'il va repérer exactement tes émotions par ton odeur. mm. Donc tout ça, je le mets sur le site. Il y a beaucoup de ressources, de matières. Et puis tu peux t'inscrire, bien sûr. On a une réunion, on a des réunions d'information le 27 mars et le 7 avril pour accueillir les personnes qui ont envie d'en savoir plus. Elles seront les très bienvenues. Ben, très très bien. Donc c'est passionnant. Donc n'hésitez pas. Et puis si vous avez des remarques, des idées même en disant il y a des thématiques qui vous intéressent, peut-être on peut te les soumettre. Oui, parce que c'est un laboratoire, donc Mm. c'est vraiment lié de tester avec ceux qui ont envie, hein. Très très bien. Denis Christol, donc un des grands théoriciens de tout ce qui aujourd'hui fait la formation professionnelle en France. Et c'est passionnant de le voir passer de l'autre côté en disant au lieu de dire, je fais. Et ça change beaucoup avec le regard et l'expérience qu'est la sienne. C'est passionnant. Donc n'hésitez pas à dire s'il y a des choses qui vous intéressent. Tu es souvent sur LinkedIn? Oui, j'essaye de communiquer et de donner un petit peu des aperçus sur la facilitation, sur les pratiques que je vis, sur les expérimentations que je réalise. Impeccable. Donc maintenant, il reste juste à y aller. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir. Merci beaucoup, Stéphane, pour ton invitation.